Bonjour tout le monde, mon nom est Joël Lavoie, je suis le directeur général de la Fondation franco-albertaine. Merci beaucoup pour votre présence ici aujourd'hui. Nous réalisons cet atelier dans le cadre de la Semaine des Testaments, Wills Week, qui est organisée par notre partenaire Edmonton Community Foundation, en collaboration avec l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta. On est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Comme vous avez probablement déjà remarqué, la session est enregistrée. Alors, s'il y a des gens que vous connaissez qui auraient aimé pouvoir assister, mais que le temps ne fonctionnait pas pour eux, pourront toujours voir la session enregistrée sur les différents sites web de nos organisations. Alors, j'aimerais vraiment remercier nos partenaires, comme je les ai nommés tout à l'heure, Edmonton Community Foundation, la GEFA, mais aussi Maître Pascal Vicentin, qui va donner l'atelier pro bono aujourd'hui. Alors, ça, c'est grandement apprécié. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à notre partenaire Noël Xavier, qui est vice-président de philanthropie et engagement des donateurs à Edmonton Community Foundation. Noël. Merci, Joël. Good morning and welcome, everyone. As Joël mentioned, this is a partnership between the Edmonton Community Foundation, La Fondation Franco-Albertaine, and AGEFA. And I'm thrilled to be co-hosting here with my colleagues, Denise and Joël. We've been presenting Wills Week for almost 20 years. And we work with donors to build endowment funds. So we see a lot of wills come across our desk. And we know from experience how important it is for Edmontonians to get good professional information about creating a proper estate plan. An estate plan is not just about a will, but it's about many different things. And we're thrilled to have an expert lawyer, Pascal Vicentin, to present to us today. And so I'm going to turn it over to my friend and colleague, Denise, to introduce Pascal and also to remind you of some housekeeping items. Denise? Merci, Noël. Oui, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui au nom de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta. Alors, au cours de ce webinaire, vous allez avoir l'occasion non seulement d'apprendre sur les testaments et successions, mais aussi poser vos questions. Alors, pour poser vos questions, si vous regardez en bas de votre écran ou à droite, ça devrait dire Q et R ou Q et A. Alors, c'est ce qu'on veut que vous utilisiez pour écrire vos questions parce qu'on va les prendre à la toute fin de la présentation. Donc, si vous pensez à quelque chose pendant la présentation, écrivez-le tout de suite et on va l'adresser à la fin. Maître Vicentin va pouvoir vous répondre là-dessus. Idéalement, ne pas écrire dans le chat parce qu'on ne va pas être en train de surveiller le chat. Autre chose, c'est que à la fin, il va y avoir un court sondage, une évaluation pour nous améliorer sur ce qu'on fait ici aujourd'hui. Alors, quand on va quitter, s'il vous plaît, ne quittez pas avant avoir répondu au sondage. Vous allez voir un lien apparaître quand nous, on va avoir quitté le webinaire. Et finalement, juste un rappel, comme le disait Joël, que c'est enregistré aujourd'hui, le webinaire. Vous allez pouvoir le retrouver sur les sites web des 3 partenaires ici aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, ça me fait plaisir de vous présenter Maître Pascal Vicentin. Il est originaire de Lethbridge et il a obtenu son juris docteur à l'Université de l'Alberta. Et pendant ses études en droit, il a reçu plusieurs prix, dont le prix à Catherine Miller pour le service à la communauté et la bourse commémorative Lucien Dubuc. Alors, Pascal a une pratique étendue au cabinet Emery Jameson à Edmonton, principalement dans le domaine du contentieux civil, droit administratif. Son expérience aussi porte beaucoup sur recours des créanciers, litiges commerciaux, assurance, dommages corporels. Et il pratique également en droit successoral, ce qui fait vraiment notre affaire aujourd'hui. Alors, on est vraiment reconnaissant qu'il a accepté généreusement de nous parler de testament. Donc, Pascal, la parole est à vous. Merci. Je remercie Denise, Joël et Noël d'avoir organisé le webinaire. Je suis heureux de vous parler aujourd'hui. Comme Denise a présenté, je suis avocat à Edmonton avec le cabinet de Emery Jameson. Mon expérience porte surtout dans le domaine du contentieux civil et commercial, mais ma pratique aussi incorpore beaucoup de travail dans les testaments et successions.
étant dit des deux côtés. Alors, j'ai de l'expérience avec la planification des successions, mais aussi dans le litige successoral. Alors, ce qui peut se passer quand les choses vont mal. Donc, je suis heureux de vous en parler aujourd'hui et de parler de la planification des testaments et de votre succession. Alors, avant de commencer, il faut garder en esprit que tous les renseignements qui sont donnés aujourd'hui sont offrés seulement à titre d'information générale. Ce ne sont pas des conseils juridiques. Je ne suis pas votre avocat. Je ne peux pas vous donner de conseils juridiques car je ne connais pas votre situation spécifique. Mais je suis heureux d'en parler en termes généraux. Comme ça, vous pouvez sortir de la présentation un peu mieux informé. Alors, avant de parler des testaments, je vais parler de deux autres documents qui sont souvent préparés en même temps que les testaments quand on planifie notre succession. Le premier document s'appelle une directive personnelle, ou en anglais Personal Directive. Alors, l'effet de la directive personnelle, c'est que la directive prend effet lorsque vous perdez la capacité de gérer vos affaires. Et la directive personnelle, spécifiquement, est au sujet de vos décisions personnelles, comme par exemple avec qui vous habitez, où vous habitez, les directives pour les soins de santé. Si vous perdez la capacité, vous n'êtes pas capable de prendre ces décisions-là vous-même, la directive personnelle donne un mécanisme pour que vos affaires personnelles soient gérées lorsque vous avez perdu capacité. Alors, avoir une directive personnelle, vraiment, c'est avantage. C'est à votre avantage. C'est à votre avantage parce que vous pouvez être assuré que votre volonté va être respectée, même comme vous avez perdu capacité. Ça serait apprécié par vos amis, votre famille, parce que c'est souvent difficile pour une famille quand l'un de leurs proches a perdu capacité et s'ils ne savent pas la volonté, ça rend les choses très difficiles et ça peut créer beaucoup de tensions dans un temps où c'est peut-être déjà assez difficile pour eux. Et aussi, les fournisseurs de vos services, surtout les services de santé, apprécient les directives personnelles parce que justement, ça leur donne un plan clair à suivre et ça décrit vraiment spécifiquement votre volonté au sujet de vos soins de santé. Alors, le deuxième document qui aussi prend effet lorsque vous perdez votre capacité est la procuration perpétuelle. En anglais, on dit Enduring Power of Attorney. Vraiment, la différence entre celui-ci et la directive personnelle, c'est que la directive personnelle est surtout au sujet de vos décisions personnelles, tandis que la procuration perpétuelle s'agit de vos décisions financières ou légales. Mais vraiment, le principe est le même. Vous choisissez un mandataire qui prend les décisions pour vous pendant que vous avez pas de capacité et lorsque vous avez perdu la capacité. Et comme ça, ils ont clairement votre volonté au sujet de leurs décisions, de vos décisions personnelles et financières. Un moment, s'il vous plaît, je vais juste reculer. Une chose que je voulais ajouter aux directives personnelles et à la procuration perpétuelle, c'est que c'est pas nécessairement obligatoire d'avoir une direction. Vous pouvez diriger à votre mandataire
de prendre les décisions à leur discrétion. Alors, vraiment, c'est un document qui peut être rédigé selon votre volonté. Alors, si vous voulez simplement avoir un mandataire et que le mandataire prenne toutes les décisions, c'est légitime aussi. Et il n'y a aucun besoin d'imposer des restrictions. Donc, là, on passe au sujet des testaments. Alors, il y a plusieurs lois applicables aux testaments en Alberta. On va pas en parler en détail dans chaque loi, mais c'est juste pour illustrer que même s'il y a beaucoup de liberté en tant que ce que vous pouvez mettre dans un testament, il y a certainement un cadre juridique dans lequel il faut opérer et duquel il faut être conscient. Alors, en Alberta, il y a 3 formes de testament valides. Il y a un testament formel, un testament holographe ou un testament militaire. Les testaments militaires sont assez rares parce que même, dans mon expérience, même les membres des forces canadiennes, souvent, ils vont rédiger un testament formel. Alors, moi, personnellement, j'ai jamais vu un testament militaire. Mais c'est quelque chose techniquement qui peut être valide. Un testament holographe est un testament qui est rédigé entièrement à la main par le testateur et qui est signé par le testateur. Donc, il n'y a pas de témoin dans un testament holographe. Et c'est ça la différence entre celui holographe et le testament formel. Le testament formel est écrit, signé par le testateur en présence de 2 témoins. Et les témoins signent aussi un testament de présence du testateur. Alors, les témoins témoignent qu'ils ont vu le testateur signer. Donc, le testament formel s'assure que c'est plus facile de prouver l'authenticité du testament formel parce qu'il y a les témoins qui ont témoigné le testateur. Mais dans le sens technique, un testament holographe est également valide, mais c'est juste qu'encore, il n'y a pas de témoin. Et aussi, le risque d'écrire un testament holographe, c'est que s'il manque de clarité ou s'il ne conforme pas à une loi spécifique, il peut avoir des questions de validité une fois que le testateur a décédé. Donc, un testament formel, on va en parler en premier, peut être valide si le testateur est âgé de 18 ans et plus. Il doit être fait par écrit et signé en présence de 2 témoins. Alors, le testament doit être rédigé soit en anglais ou en français. C'est assez récent que les testaments en français sont maintenant acceptés par la Cour en Alberta. Avant, il fallait aussi les faire traduire. Si le testament est rédigé dans une langue autre que l'anglais et le français, il va être le représentant personnel va être obligé de le traduire et d'avoir une traduction officielle avant d'être capable d'homologuer la succession. Alors, un testament, il y a un contenu minimum qu'il faut avoir dans chaque testament. Il faut avoir le nom du testateur, la désignation d'un représentant personnel. C'est facultatif d'avoir des dons spécifiques, c'est pas obligatoire, mais si vous avez une volonté de donner des dons spécifiques, il faut l'énumérer dans le testament. Et ensuite, le testament doit nommer des bénéficiaires du révita ou du résidu de la succession. Donc, le révita, c'est ce qui reste
une fois que les dons spécifiques ont été donnés. Et le testament, souvent aussi, va avoir un paragraphe qui a l'effet de révoquer tout testament antérieur. Un testament peut, c'est pas obligatoire, un testament peut donner une rémunération spécifique aux représentants personnels. C'est pas obligatoire, mais il faut être conscient que par la loi, le représentant personnel a droit à une rémunération raisonnable. Donc, si vous ne le mettez pas dans votre testament, c'est quand même quelque chose auquel ils ont droit. Alors, s'il n'y a pas un chiffre spécifique, ce sera à eux de gérer leur rémunération après votre décès. Alors, on va en parler une minute du choix du représentant personnel. Et en mon opinion, dans un sens, c'est l'aspect le plus important du testament. Parce que c'est impossible de tout contrôler une fois que vous êtes décédé. Alors, il est important, essentiel même, de choisir un représentant personnel en qui vous avez confiance et qui, vous savez, est organisé et va être capable de bien gérer vos affaires. Parce que ça peut être très compliqué. Même une succession qui apparaît simple peut être difficile à gérer potentiellement. Alors, quelques considérations que vous devez garder en esprit. J'avise souvent de garder en esprit l'âge du représentant personnel. C'est pas. Vous pouvez choisir un représentant personnel qui est plus âgé que vous, mais si vous faites cela, vous avez le risque que le représentant personnel va vous prédécéder. Encore, c'est correct, mais il faut juste garder ça en esprit et s'en souvenir. Comme ça, si le besoin, si vous avez besoin, vous pouvez remplacer le représentant personnel avec quelqu'un d'autre. Considérez aussi la résidence du représentant personnel. Si le représentant personnel habite à l'étranger, ça peut être très compliqué pour eux de gérer votre succession. Et souvent, ils vont être obligés d'engager quelqu'un ici, en Alberta, pour la gestion de certaines affaires. Et ça peut ajouter au coût de la succession, au coût administratif. Et aussi, oui, comme j'ai dit tantôt, pensez très comme il faut au type de relation que vous avez avec le représentant personnel et aussi au genre de personnes qu'ils sont. Parce que justement, vous voulez vous assurer que que celui qui est responsable de gérer votre succession va bien le faire. Et ça peut sauver beaucoup de problèmes. Quand vous rédigez votre testament, et même je suggère avant d'aller voir un avocat, il faut penser très comme il faut à votre situation et vraiment penser à ce que vous voulez faire, à votre volonté. Si vous êtes en situation conjugale, fait que soit marié ou soit avec un conjoint de fait, il y a certaines provisions de la loi qui peuvent s'appliquer. Donc, vous êtes conscient de ça. Aussi, il faut penser à vos bénéficiaires. Donc, qui vous voulez avoir comme bénéficiaire de votre succession. Avant d'être capable de recevoir le révitat d'une succession ou un don, un bénéficiaire doit avoir 18 ans ou plus. Vous pouvez avoir un bénéficiaire d'âge minoritaire. Il y en a plusieurs qui en ont. Mais dans ce cas-là, il faut rédiger une fiducie dans le testament. Donc, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'âge
majoritaire ou d'âge majeur va prendre les biens en fiducie et les garder pour le bénéficiaire jusqu'à l'âge, jusqu'à ce que le bénéficiaire obtienne l'âge de majorité ou un différent âge que vous pouvez désigner dans votre testament. Alors, par exemple, vous pouvez dire que vos enfants qui ont présentement 14 ans et 16 ans, vous pouvez les désigner comme bénéficiaires. Ensuite, on rédige une fiducie où, par exemple, votre ami prend contrôle du don au bénéficiaire jusqu'à ce qu'il obtienne l'âge de 18 ans. Ensuite, cela va être transféré au bénéficiaire. Donc, si vous avez des bénéficiaires en dessous de l'âge de 18 ans, il faut aussi penser à qui vous voulez comme fiduciaire pour ce bénéficiaire-là. Alors, ouais, habituellement, souvent, les gens vont donner 100% de la succession à leur conjoint ou leur époux. Et ensuite, si le conjoint leur prédécède, cela va à leurs enfants, mais c'est pas nécessairement obligatoire. Alors, vraiment, l'important, c'est de penser à votre volonté et ensuite d'aller voir un avocat et l'avocat pourra vous expliquer vos options et en parler avec vous en plus de détails. Une autre chose qu'il faut être très conscient, c'est qu'il est possible de désigner des bénéficiaires sur certains instruments financiers. Donc, par exemple, une police d'assurance vie ou si vous avez des comptes d'épargne ou des comptes enregistrés ou non enregistrés même, une pension. Souvent, ces genres de comptes-là vous donnent l'option de désigner un bénéficiaire. Il est très important de se souvenir que les bénéficiaires qui sont désignés directement sur la police d'assurance vie ou sur votre compte d'épargne vont recevoir la valeur du compte automatiquement. Alors, ces biens-là vont passer en dehors de votre succession. C'est une circonvention du processus de succession. Il peut y avoir des avantages en tant qu'impôt, aussi en tant qu'efficacité, mais aussi, il faut s'en souvenir, parce que si vous avez un bénéficiaire sur une police d'assurance vie, par exemple, qui est différent du bénéficiaire dans votre testament, vraiment, on peut rien en faire après votre décès. Alors, il est important de reviser périodiquement qui vous avez comme bénéficiaire désigné sur vos instruments financiers. Et aussi, je suggérais en parler avec votre comptable si vous en avez un, ou de chercher des conseils au sujet des impôts parce que, comme j'ai dit, il peut avoir certains avantages dépendant de l'instrument financier. Alors, c'est important d'avoir un plan. Donc, c'est ça, j'en ai parlé dans la diapo précédente, mais c'est ça, le bien ou la valeur du compte va être transférée directement au bénéficiaire sans faire partie de la succession du tout. Et comme je dis, il peut y avoir des avantages, mais il faut toujours rester conscient de qui vous avez comme bénéficiaire désigné. Alors, dans votre testament, il y a deux sortes de dons. Il y a un don spécifique ou un legs. C'est ça que ça veut dire, un legs. Il y a un don spécifique où
il y a le révita de votre succession. Donc, tout le reste qui n'a pas été disposé par don spécifique. Alors, il peut y avoir un bénéficiaire d'un legs ou d'un don spécifique et aussi un bénéficiaire du révita. Alors, les dons spécifiques, vous pouvez penser vraiment à qui vous voulez donner un don. Et cela peut aussi être donné à un organisme de votre choix, donc un organisme à but non lucratif ou philanthropique. Si vous voulez faire un don, ça peut se faire dans votre testament par legs ou par don spécifique. Et il peut y avoir des avantages fiscaux en tant que les impôts à faire cela. Ça c'est pas mon domaine personnellement, alors j'en suggérais d'en parler avec votre comptable. Mais c'est vraiment quelque chose à quoi vous pouvez penser et que je vous encourage de considérer. C'est de faire un don à un organisme de votre choix non lucratif. Encore, c'est pas obligatoire, mais je voulais vous aviser que c'est quelque chose qui est possible à faire dans un testament. Alors, il y a plusieurs mécanismes de faire un leg. Encore, vous pouvez faire un don dans votre testament. En bourse, vous pouvez désigner un organisme comme bénéficiaire dans une police d'assurance vie. Vous pouvez donner un montant fixe aussi. Alors vraiment, il y a plusieurs options et une fois que vous avez une idée de votre volonté, vous pouvez en parler avec votre avocat et l'avocat va vous donner vos options. Alors, on va en parler pendant une minute des conséquences fiscales du décès. Le défunt est réputé avoir transféré tous ses biens immédiatement avant son décès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi vous considère avoir transféré ou vendu tous vos biens le jour de votre décès. Et cela peut déclencher des conséquences fiscales parce que l'Agence du Revenu Canada va toujours venir chercher leur morceau de votre, de votre succession, en fait. Alors, parce que les biens sont transférés ou sont réputés d'avoir été transférés, il peut y avoir, par exemple, des taxes sur des gains capitaux qui vont être déclenchés le jour de votre décès. Alors, de cela, il faut vraiment parler avec votre comptable. La résidence principale, comme pendant que vous êtes en vie, est transférée sans conséquences fiscales. Mais si vous avez des investissements non enregistrés, si vous avez des actions dans une corporation privée, si vous avez une résidence non principale ou une résidence à louer, tous ces biens-là et ces instruments-là peuvent être sujets aux impôts sur les gains capitaux. Alors, encore, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un plan et d'en parler avec vos professionnels, vos comptables, vos avocats avant votre décès. Et une fois que vous avez un plan, vous devez rédiger un testament qui va donner effet à ce plan-là. Maintenant, on va parler rapidement de ce qui arrive après votre décès. Après votre décès, vos proches, et spécifiquement le représentant personnel, vont être obligés de trouver votre testament. Ensuite, le représentant personnel doit consentir
d'agir dans ce rôle-là. Et ensuite, il faut homologuer le testament, c'est-à-dire la Cour doit déclarer le testament valide. Et cela peut se faire par le tribunal ou des fois ça peut se faire simplement par application par bureau, application à la Cour par bureau. Mais il va falloir homologuer le testament et c'est cet ordre-là d'homologue qui donne le représentant personnel l'autorisation légale de gérer vos affaires. Alors, par exemple, votre banque, ils ne vont pas permettre aux représentants personnels de faire des transferts ou de vraiment ils ne vont pas être permis de faire grand-chose de conséquence avant d'avoir homologué votre testament. Et ensuite, votre représentant personnel doit consolider les actifs de la succession, déterminer la valeur de votre succession, payer les dettes et aussi faire une déclaration de revenus à l'Agence du Revenu Canada. Et une fois tous les impôts sont payés, l'ARC va donner un certificat de décharge à la succession. Et une fois tout cela soit fait, ensuite, il peut y avoir une distribution de la succession. Comme vous voyez, c'est pas mal de travail. Alors, ce que j'encourage, c'est je donne quelques conseils de faire les choses, d'organiser les choses pour que ce soit le plus facile possible pour le représentant personnel. Alors, quelque chose de facile, c'est d'informer le représentant personnel où ils peuvent trouver votre testament. Votre testament, vous pouvez le garder souvent au bureau de votre avocat ou aussi si vous avez quelque part de sécure, que vous le gardez dans votre maison. L'important vraiment, c'est d'informer le représentant personnel. Comme ça, ils ne sont pas pris à fouiller à travers vos affaires pour essayer de trouver le testament. Alors, qu'est-ce qui arrive si vous êtes décédé sans testament? C'est possible, il n'y a pas tout le monde qui a un testament. Ce qui arrive, par exemple, c'est que la loi impose un processus. Donc, moi, la façon que je vois ça, c'est que c'est vraiment impossible de mourir sans testament. Vous avez soit votre testament qui respecte votre volonté, ou vous avez le testament qui est imposé par la loi. Et encore, ces processus judiciaires-là sont un peu plus compliqués, c'est plus long, c'est plus coûteux, c'est plus stressant pour vos proches. Et aussi, ça peut causer des problèmes en tant que non seulement de la gestion, mais aussi il peut y avoir des disputes il peut y avoir des disputes. Bon. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à la présentation au webinaire. Merci encore à Denise, Joël et au Edmonton Community Foundation, à Jaffa aussi, d'avoir organisé. Ça m'a fait plaisir et je serais heureux de répondre à vos questions. Oui, Pascal, on a des bonnes questions ici qui ont été posées. Alors, la première, c'est quelle est une rémunération moyenne d'un représentant en général? Je pense que la personne veut l'aider. Oui. Bonne question. Et malheureusement, je ne peux pas vraiment la répondre parce que ça varie beaucoup. Ça dépend de la grandeur de la succession. Si vous ne donnez pas une rémunération spécifique dans le testament, il y a un guide sur la rémunération qui est raisonnable.
Mais vraiment, ça dépend de beaucoup de facteurs. Et Où serait ce guide-là? Est-ce qu'on le trouverait? Est-ce que c'est notre avocate qui pourrait nous le montrer ou peut-être c'est... Alors, il y a des suggestions, c'est ça. Oui, il est publié. Je sais pas exactement où, j'en ai une copie, mais il est publié. Vous pouvez faire vos recherches sur Internet, je suis certain que vous pouvez le trouver. Mais il faut aussi se souvenir que c'est un guide seulement. Et la Cour n'est pas obligée de suivre le guide. Et encore, il y a beaucoup de facteurs qui vont être considérés, comme la grandeur de la succession, la complexité, le temps qui a été passé à gérer la succession. Vraiment, c'est une question impossible à répondre universellement. Universellement, c'est pour ça que quand vous rencontrez une client, vous pouvez comme les aider à guider. Les guider dans ces choix-là selon les facteurs. Dans la même lignée, ici, on a une question que pour un représentant personnel qui vit dans une autre province, est-ce que le testateur peut ajouter une provision pour le remboursement de frais de voyage si requis? Oui, absolument. Et même plus généralement, tout frais payés par un représentant personnel pendant qu'ils agissent en matière de leur rôle comme représentant personnel peuvent être remboursés de la succession. Alors oui, absolument, c'est possible. Okay. Une autre question ici. Que pensez-vous des trustes testamentaires pré-rédigés? Alors, une trousse là, qu'on achète. Oui. C'est vraiment... Techniquement, ça peut être un testament valide. Techniquement. Mais vraiment, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Il peut y avoir des problèmes en tant que leur validité. Si vous avez pas choisi la bonne trousse et qu'il ne conforme pas aux lois de l'Alberta, vraiment, il peut y avoir des questions de validité. Aussi, les trousses, souvent, sont très restrictives. Ils ne donnent pas beaucoup d'options. Alors, ce serait vraiment un testament de base. Et aussi, la trousse ne vous donne pas de conseils sur vos options et sur qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Et vous allez être surpris, je pense, si vous regardez au prix des trousses testamentaires, ça coûte quand même assez cher souvent. Alors, oui, je comprends que les avocats, c'est dispendieux quand même. Mais au moins, si vous allez voir un avocat, vous allez être certain qu'ils pourront vous donner des conseils sur votre testament et aussi vous aider à donner effet à votre volonté comme vous voulez. La trousse, vraiment, ça laisse les choses dans vos mains et s'il y a des erreurs, ça peut causer beaucoup de problèmes après votre décès. Et aussi les compagnies qui créent ces trousses-là, souvent aussi, ils disent qu'ils ne peuvent pas garantir la validité ou ils ont toutes sortes de précautions et qu'ils vous avisent eux-mêmes que vous ne pouvez pas nécessairement vous fier dessus. Alors, il faut faire très attention. Et si vous avez des enfants d'âge minoritaire, je dirais absolument jamais vous devriez considérer une trousse. Ça prend vraiment un avocat pour vous assister avec ça parce que justement, il faut rédiger les fiducies dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ça, D'ailleurs, je rappelle à tout le monde qu'on a encore un peu de temps pour une autre couple de questions si vous voulez en ajouter. Il y a quelqu'un qui demande si ça va être, si l'enregistrement va être disponible à tous. Alors, j'aimerais rappeler que ça va être sur les sites web des trois partenaires. Alors, à l'Association des juristes, nous, sur notre site web, agefa.ca, on a une section ressources grand public et puis on a toute
toute une section sur les testaments, alors qui couvrent différentes choses, différents sujets comme Pascal a fait aujourd'hui. Il y a aussi Edmonton Community Foundation. Si vous écrivez Wills Week, vous allez retrouver dès la semaine prochaine à peu près non seulement cet enregistrement, mais il y a d'autres sujets qui sont abordés en anglais. Peut-être que Noël pourrait vous en parler davantage. Et puis aussi à la Fondation franco-albertaine, où vous allez pouvoir retrouver ce webinaire, mais aussi beaucoup plus d'informations justement sur aussi comment faire un leg, les dons et tout ça. Donc, il y a Oui, une autre question. oui, Oui. oui, entre autres, je dirais, il y a sur notre site web, je sais que sur Edmonton Community Foundation aussi, il y a des clauses préparées pour les avocats. Si vous pensez faire un leg, vous pouvez aller chercher l'information, prendre le temps d'y réfléchir et apporter ça avec votre avocat et en discuter avec lui pour l'adapter selon vos besoins. Mais ça peut vous aider à formuler votre pensée avant d'arriver à votre avocat pour en discuter. Formidable. Puis j'ai deux autres questions qui sont dans le même sujet, Pascal. Alors je vais les jumeler. Est-ce qu'on doit renouveler notre testament à tous les 5 ans? C'est ce qu'on m'a conseillé. Puis l'autre question qui ressemble à ça, c'est combien de fois dans notre vie qu'on devrait refaire notre testament? Alors, il est important de réviser votre testament périodiquement. On n'est pas obligé de le faire à tous les 5 ans nécessairement. Vraiment, ça se fait selon vos besoins. Alors, moi, ce que je conseille, c'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important qui arrive dans votre vie, il est important de considérer votre testament et de le réviser, de voir s'il y a des changements qu'il faut faire. Alors, si vous êtes marié, si vous avez des nouveaux enfants, si vous êtes bénéficiaire d'une grande succession vous-même, tout cela peut avoir un impact sur votre succession et sur votre volonté. Alors, il est important de réviser le testament périodiquement, mais il n'y a pas une période exacte où il faut le faire. Donc, c'est pas nécessaire nécessairement de le faire à tous les 5 ans. Et j'ajouterais, si vous vous séparez ou si vous divorcez, ça va probablement changer ce que vous voulez faire dans votre testament. Oui, ça qualifie comme événement majeur. Une autre question ici, quelqu'un qui dit que, je vais le lire, ma conjointe et moi avons un testament notarié au Québec. Quel est l'impact maintenant que nous sommes en Alberta? Ça faudrait en parler à un avocat parce que il y a beaucoup de considérations à prendre. Il est possible que si vous êtes ici en Alberta permanemment, en permanence, excusez-moi, si vous êtes ici en permanence, vous avez l'intention de rester et que la majorité de votre propriété est ici en Alberta, il faudrait peut-être considérer de rédiger un nouveau testament ici en Alberta. Formidable. Avant d'aller à la dernière question, peut-être Pascal aller à la diapo avec vos coordonnées, parce que je pense que ça pourrait être utile pour ceux qui ont plus de questions, parce que justement, la dernière question, c'est savoir quel est approximativement le prix d'un testament chez un avocat. Alors, je ne peux pas répondre pour tous les avocats, mais ce que je peux dire, c'est que la plupart des avocats vont rédiger un testament. La plupart du temps, ils ont des frais fixes pour cela. Alors, moi, mon cabinet, on a un prêt fixe pour rédiger tous les documents testamentaires, donc le testament, la directive personnelle et aussi le Enduring Power of Attorney. Alors, tous les 3 documents, on les fait ensemble et on peut les garder ici aussi, comme ça, ils sont dans une place sécure. Mais vraiment, le prix exact va varier d'un cabinet à l'autre. La majorité des testaments, mon cabinet charge, j'ai pas les frais en avant de moi, mais je pense que c'est 750 $ pour un individu et 1200 ou 1300 pour un couple ensemble. Bien, justement, la dernière
la prochaine question, c'est est-ce qu'on doit faire un testament en couple si on est en couple ou un testament chacun? On parle de C'est pas obligatoire de le faire en couple, mais souvent c'est une bonne idée. Comme ça, vous pouvez faire votre planification successorale ensemble. Mais techniquement, c'est pas obligatoire. Mhm. OK. La prochaine question, c'est intéressant, ça relate un peu l'atelier qu'on avait fait l'an dernier que Edmonton Community Foundation fait sur la succession parce que on demande la démarche à suivre pour le représentant après le décès de la personne dont il est mandaté. Puis je pense que on a touché un peu là-dedans dans un des diapos après le décès. Ouais, c'est ça. Je veux dire, la première chose, c'est de trouver le testament et ensuite de déterminer la propriété, qu'est-ce qu'il y a à gérer. Ça, ce serait les premières étapes. Et ensuite, d'aller voir un avocat pour parler du processus pour homologuer le testament. Mais toutes les situations sont différentes. Alors vraiment, encore, il n'y a pas de conseil universel que je peux donner, sauf de trouver le testament et d'essayer d'avoir une idée de ce qu'il y a dans la succession. Et ensuite, il faudrait en parler du reste avec un avocat. Et corrige-moi, Pascal, si je me trompe, mais je pense que ça prend l'original comme exécuteur. Moi, j'avais une copie du testament, puis j'ai appris, non, il faut qu'on ait le document original. Alors, si vous savez que vous êtes exécuteur, vous devez savoir où est l'original du testament de la personne dont vous serez responsable. C'est ça. Et bon point, Joël. Et justement, c'est pour ça que je recommande que le testateur le dise toujours au représentant personnel où ils peuvent trouver le testament original. Original. Formidable. Mais c'était toutes les questions, d'excellentes questions. Je remercie beaucoup Maître Pascal Vicentin pour son temps et ses excellents conseils. Mes partenaires, Joël Lavoie, la Fondation franco-albertaine et Noël Xavier au Edmonton Community Foundation. Je vous rappelle s'il vous plaît, prendre 2 minutes pour répondre au sondage. Vous allez voir le lien quand on quitte. Je ne sais pas, je pense que Noël, un mot de la fin. Oui, merci Denise et merci Pascal. I hope you've all enjoyed it. I always learn new things, even though I've done many sessions like this. I see Denise nodding her head. And so this is wonderful for us. So thank you very much to everyone. As Denise mentioned, please don't disconnect right away. The survey will pop up once we end the seminar, and filling out the seminar survey helps us make this bigger and better for next year. So Denise, Joël, Pascal, thank you so much for your time today. And I wish the rest of our listeners a very happy Wednesday. And for that, I will sign off. Joël? Merci, Noël. Merci pour tout. Merci à tout le monde de la participation. Ouais, merci. Merci, Pascal.